Bonjour à toutes, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie d'intervenir dans le cadre de ce salon professionnel pour vous parler des métiers du bâtiment et de la rénovation énergétique. Je vais commencer par me présenter, comme ça vous savez qui vous parle. Je suis Joséphine Olivier, j'ai 34 ans. Moi, je travaille dans le bâtiment depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé à travailler dans un grand groupe qui faisait de la construction et de l'immobilier, de logements, bureaux, espaces publics, coordonner plein de parties prenantes pour mener à bien des opérations immobilières. J'ai travaillé après en conseil en innovation, pareil pour des grands groupes du secteur du BTP et de l'énergie. Et puis je suis arrivée à La Solive, que je vais vous présenter. Donc, je suis la directrice du campus de Nantes de La Solive, qui est un organisme de formation dans le bâtiment. Je continue à vous expliquer qui vous parle en vous présentant La Solive. Donc La Solive, c'est une école, c'est un organisme de formation qui est dédié à des gens en reconversion professionnelle. Donc vous êtes nos pairs aussi. Aujourd'hui à La Solive, il y a environ 1300 élèves qui sont passés par nos formations, dont 24% de femmes. Évidemment, on essaie de faire un maximum d'actions pour augmenter ce pourcentage. On est présent donc à Nantes bien sûr depuis 2 ans et demi maintenant, mais on est aussi présent à Paris, à Lyon, Toulouse, à Marseille, à Lille. Si vous connaissez du monde par là, on essaye de mailler la France au fur et à mesure de notre développement. On a différents types de formations sur les métiers du bâtiment, de la rénovation énergétique, je vais y revenir en détail. Et les partis pris qu'on fait, comme on s'adresse à des gens en reconversion professionnelle, c'est qu'on fait des formations qui sont courtes, donc elles durent quelques mois, parce que vous n'avez pas forcément 1 an ou 2 pour revenir sur les bancs de l'école et vous avez besoin d'aller vite dans votre reconversion. C'est des formations qui sont certifiantes, donc toutes elles vous permettent de prétendre à un diplôme. C'est utile, ça a un avantage dans votre recherche d'emploi. En vrai, c'est pas indispensable, mais ça montre surtout que vous êtes engagé à fond dans un projet de reconversion et que vous vous donnez les moyens de passer quelque chose avec sérieux, avec un examen à la fin. Donc c'est aussi important et toutes nos formations elles sont comme ça. Et puis surtout, c'est des formations qui sont tournées vers le secteur de l'emploi, vers le retour à l'emploi. À travers plusieurs choses. Déjà, vos formateurs, c'est que des professionnels du secteur, donc c'est pas des permanents La Solive qui font ça, qui font que de l'enseignement. C'est vraiment des gens qui ont un pied dans le secteur et qui vont vous délivrer un savoir, mais aussi évidemment témoigner de leur activité professionnelle. C'est des formations qui incluent du coaching dans votre recherche d'emploi pour ping-ponger avec vous sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, quels sont les types de boîtes qui peuvent exister. Et puis évidemment, c'est des formations où aussi il y a des stages et une partie de nos formations qui se font en alternance pour que vous ayez tout simplement une vraie première expérience dans le secteur. Donc voilà un peu, 1300 élèves, c'est La Solive au national. À Nantes, on en est un peu plus de 200 élèves formés en 2 ans et demi sur différents métiers. Donc je vous ai dit qui j'étais, qui La Solive était, donc vous savez qui vous parle. Maintenant, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on fait tout ça ? Je vais vous faire un petit zoom assez rapide sur l'impact du secteur du bâtiment. Il y a quelques chiffres intéressants à voir. Le bâtiment, c'est 45% de nos consommations d'énergie. Donc c'est un très gros secteur sur ce sujet-là. Et c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et la France, ambitieuse comme elle est, s'est fixée comme objectif de réduire de 50% nos consommations d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc évidemment, le bâtiment, au vu de ce qu'il représente, c'est un secteur où il y a quelque chose à faire. Pourquoi il y a quelque chose à faire ? Je vous fais un petit zoom sur le logement. Ça, c'est un graphe qui vous montre en gros la répartition du bâti logement aujourd'hui en France. En gros, on a un tiers de nos logements qui ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale, qui sont souvent du bâti ancien, construit avec des murs en pierre, qui avaient des conceptions bioclimatiques assez intéressantes, qui n'ont pas toujours des systèmes énergétiques performants, il y a du fioul, il y a du gaz, etc. Mais globalement, on est en étiquette énergétique D, on fait grosse moyenne sur ces logements-là. Après, il y a eu la reconstruction après-guerre, où là, il a fallu reconstruire très vite, et on avait des matériaux pas chers, et c'était un peu l'abondance, et c'était super, donc on a construit très vite, mais pas forcément des choses qui étaient performantes énergétiquement. Parce qu'on pouvait chauffer pas cher, et donc c'est pas grave de chauffer beaucoup, et si la chaleur s'échappe partout, c'était pas tragique, l'important c'était de reconstruire vite. Donc c'est là qu'on a l'essentiel des passoires énergétiques en France, et on a 7 à 8 millions aujourd'hui qu'il faut rénover. Donc là, il y a un gros sujet. À partir de 1974, il y a eu les premières réglementations thermiques, et donc on ne construisait plus comme on voulait, entre guillemets. Et puis, il y en a au fur et à mesure qui sont venus. La dernière, elle date de 2020. Et donc aujourd'hui, en effet, le logement qu'on construit, il est performant d'un point de vue énergétique, mais il n'a pas toujours été. C'est de mieux en mieux, mais pareil, sur ce gros tiers-là, on a en moyenne des logements qui sont en D.
Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, donc un bout de flèche. En gros, là, vous avez la répartition des étiquettes énergétiques de nos logements. Donc, on retrouve nos passoires énergétiques en F et en G là. On retrouve quand même maintenant les bâtiments neufs ou construits qui sont en A ou en B. Mais ce que veut dire la stratégie nationale bas carbone de la France, c'est qu'en 2050, on veut que tout le parc de logements doit être BBC. Ça veut dire bâtiment basse consommation. Si je vulgarise, ça veut dire qu'ils doivent être en étiquette A ou B. Donc, en gros, il y a tout ce morceau-là qu'on doit faire passer là d'ici à 2050. Et évidemment, bon, pour 2050, on va construire des logements, mais en fait, il y a 75% des logements de 2050 qui existent déjà aujourd'hui. Donc, il y a 20 millions de logements à rénover, et là, je ne parle que de logements, maisons, appartements, mais il y a évidemment des équipements publics, des écoles, des crèches, etc., et des bureaux. Donc, c'est un secteur sur lequel il y a une croissance qui est énorme aujourd'hui. Ça, c'est le nombre de rénovations énergétiques qu'il faudrait faire en France pour suivre ces objectifs. Donc, en 2020, on était environ à 180 000 rénovations énergétiques par an. En 2030, il faudrait qu'on passe à 600 000 par an. En 2050, à 1 million par an. Et en plus, il faut que ces rénovations, elles soient bien faites. Ce qui est aussi quelque chose d'important pour qu'elles soient vraiment performantes. Donc ça, c'est ce qu'il faut que le secteur aille vers là. Et donc c'est évidemment la tendance de fond. Le secteur, il se structure depuis de nombreuses années. Il a été aidé beaucoup par des politiques publiques qui aujourd'hui sont un peu chahutées, vous en avez entendu parler, du fait de la situation politique qui est compliquée. Mais pour autant, la tendance de fond, elle est sur aller à fond vers la rénovation et la réhabilitation, plutôt que de continuer à construire beaucoup de mètres carrés neufs. Même si la construction neuve continue évidemment à se développer parce qu'on en a besoin, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, si le nombre de rénovations évolue, bah, évidemment, il faut que le nombre de professionnels du secteur augmente de fait. Donc les projections, c'est qu'il faut 600 000 personnes d'ici à 2050 de plus dans le secteur. Et en gros, la formation initiale telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle va se développer n'est pas suffisante pour répondre à ces besoins. Donc on a besoin d'avoir des gens qui changent de secteur et qui viennent dans le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique pour répondre à ces besoins-là. En plus, le bâtiment, c'est un secteur où il y a beaucoup de départs à la retraite qui vont arriver dans les années qui viennent. Donc de fait, même en soi, si on n'a pas l'explosion de marché comme ça, il y a des besoins de recrutement dans ce secteur. Et c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables. On construit là où on doit construire, et les entreprises, elles sont autour. Et donc, partout sur le territoire, il y a des métiers qui sont en tension de recrutement parce qu'on a besoin d'amener plus de monde sur ces métiers-là. Les postes les plus recherchés, du coup, on va demander des gens qui ont des profils polyvalents, qui vont être chargés d'affaires, technico-commerciaux, conducteurs de travaux, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, coordinateurs de travaux, auditeurs énergétiques, chef de projet. Donc là, il y a plein de compétences transférables que vous avez peut-être dans vos expériences pro précédentes qui peuvent vous aider là-dessus. Et puis, on va aussi chercher des métiers manuels, des métiers d'artisans. Il faut des gens qui savent bien poser des systèmes de chauffage qui sont plus performants, des gens qui savent faire de l'isolation en toiture, de l'isolation sur des murs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on a besoin de beaucoup d'artisans qualifiés parce que la rénovation, elle a aussi ses spécificités. Et donc, c'est pas la même chose qu'en neuf. Et il y a de plus en plus de travaux qui sont faits là-dessus. Et donc, il faut se monter en compétences là-dessus. Et donc, il faut qu'on ait des gens qui se reconvertissent dans le BTP, et c'est évidemment possible, pour des femmes. Je vous raconte ce que je connais. Ce que je connais, c'est la Solive. Donc, je vous ai dit, on a 24% de femmes sur nos effectifs pour le moment. Nous, on a une moyenne d'âge qui est de 40 ans, donc ça veut dire qu'on a des personnes qui ont plus de 50 ans qui se reconvertissent, et des personnes qui ont peut-être bossé que 1 an ou 2, mais qui veulent tout de suite bifurquer. Donc on a un peu de tout, mais moyenne d'âge à 40 ans. Et ça vient de tous les secteurs. On a toujours un petit 30% qui vient déjà du secteur du BTP et qui veut se spécialiser. Mais on a aussi des personnes qui viennent de secteurs complètement différents et qui repartent à zéro en venant avec nous. Je ne vais pas vous raconter les parcours de toutes les personnes que j'ai mises là, vous pourrez les voir sur notre site internet notamment, mais Myriam, par exemple, elle était ingénieure généraliste dans le BTP, mais elle s'est spécialisée dans la rénovation pour se mettre à son compte. Marie-Laure, elle faisait du marketing en informatique et maintenant elle travaille à l'accompagnement de personnes en précarité énergétique pour travailler leur logement et leur adaptabilité. Clémence, elle était prof de maths et maintenant elle installe des pompes à chaleur. Irina, elle vient d'Ukraine et maintenant elle travaille dans un bureau d'études thermiques. Armelle, elle était archi d'intérieur. Anne-Laurence, elle est dans le marketing. Florence, elle dirigeait un centre équestre. Jessica, elle est conducteur de travaux. Elle travaille dans une ancienne électroménager.
Marine a été dans l'hydraulique, Delphine dans le marketing, etc. Donc on a tous les parcours possibles, il ne faut surtout pas se freiner sur ça, parce que ça ne définit en rien le fait de pouvoir ou non travailler dans le secteur derrière. Et du coup, je vais finir en vous zoomant un peu sur les différents métiers, notamment qui recherchent du monde. Il y a tous les métiers de l'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc là, vous pouvez travailler avec des particuliers qui veulent rénover leur maison, leur appartement, avec des copropriétés, avec des entreprises qui ont des bureaux et qui doivent les rénover, ou avec des collectivités locales qui ont des bâtiments publics à faire. Ça, ce petit schéma, ça montre en moyenne où se font les déperditions d'une maison. Donc en fait, souvent, il y a 30% des déperditions d'une maison qui se font par la toiture, 20% par les murs, 10% par le sol, 20% par votre système de ventilation, 15% par vos fenêtres, 10% par les ponts thermiques. Des chefs de projet en rénovation énergétique, même si c'est un intitulé généraliste, l'idée c'est que c'est des gens qui vont savoir analyser ça sur un logement en particulier ou sur un bureau, etc. et dire, ok, tout part par la toiture, on va commencer par isoler la toiture, qu'est-ce que je peux préconiser en fonction du bâti, en fonction du projet des personnes qui habitent à l'intérieur de cette maison, etc. Et qui vont, donc il y a soit des gens très techniques qui vont aller plutôt dans des bureaux d'études, donc faire des simulations thermiques sur des logements, rédiger des rapports, présenter tout ça. Il y a des gens qui vont être dans l'accompagnement, donc juste premier contact de par où je commence ma rénovation énergétique, et donc de guider des particuliers ou des syndics de copro ou des entreprises sur commence par faire un audit de ta maison, après regarde ça, oui tu vas avoir le droit à tant d'aide, etc. Donc savoir décrypter toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi des gens qui vont vendre des travaux, des fonctions commerciales qui sont assez recherchées par les entreprises. Pour ça, il faut savoir faire preuve de beaucoup de pédagogie, parce que c'est une grosse boîte de pain, la rénovation énergétique, et il faut savoir par où prendre le fil. Et en effet, il y a un... Souvent, vous avez potentiellement vu passer dans les années qui viennent, on vous change vos fenêtres et c'est parti, on va diviser vos consommations de chauffage par deux. Non. Et même, vous changez votre fenêtre avec une super fenêtre, l'isolation par une super isolation, si vous ne savez pas gérer la jointure entre les deux, vous n'allez pas réussir à avoir la performance escomptée. Donc en fait, il faut se former sur ça, et il faut accompagner les gens pour comprendre toutes ces subtilités des projets de rénovation. Il faut du coup évidemment une appétence technique, même s'il y a, en fonction de votre profil, tous les métiers ne sont pas hyper techniques derrière ces métiers-là. Et puis il faut, alors j'ai mis adaptabilité, mais voilà, le bâtiment, c'est pas un secteur qui est très industrialisé, même s'il y a plein d'initiatives, mais comme je dis souvent, chaque chantier est une nouvelle aventure, et donc il faut s'adapter au bâti, aux gens qui sont dedans et aux projets qui sont... Voilà pour l'accompagnement à la rénovation énergétique. En fait, derrière, il y a plein de métiers possibles. Après, il y a les métiers, il faut les réaliser, ces travaux. Et donc, il y a des métiers de la préparation et du suivi de travaux. L'illustration la plus courante, c'est le métier de conducteur de travaux. Donc, c'est savoir lire des plans, chiffrer des projets, faire un planning, animer des réunions de chantier, ne jamais lâcher personne pour aller au bout, coordonner plein de parties prenantes, être toujours dans l'action. Et donc, pareil, là, les compétences que j'ai mises, c'est de la rigueur et de l'organisation, parce que une fois que, par exemple, vous avez un artisan sur un chantier, il ne faut pas qu'il reparte parce qu'il ne sait pas quoi faire, etc. Donc on le tient, on lui a organisé, on sait qu'il peut passer, le plombier peut passer parce que le plaquiste est déjà passé, etc. Donc il faut vraiment savoir avoir à cœur de bien organiser ces choses-là. C'est des jobs qui sont très humains, il faut évidemment avoir un sens relationnel, parce que le but de tout le monde, c'est d'arriver au bout des travaux, mais il va y avoir des tonnes de péripéties et il faut relever les challenges ensemble, donc il faut un gros sens du relationnel sur ça. Adaptabilité, réactivité, proactivité, parce que chaque nouveau chantier est une nouvelle aventure. Et évidemment, une appétence technique. Pareil, si vous êtes conducteur de travaux, vous n'êtes pas expert de tel poteau en bois va pouvoir récupérer telle charge, mais vous savez qu'il faut parler à un bureau d'études structure de ça. Et donc, il faut quand même avoir évidemment cette appétence-là. Et je finis par les métiers manuels, donc des métiers techniciens dans les solutions énergétiques. Là, il faut du monde pour installer et il faut du monde pour entretenir. Donc ça évidemment c'est des métiers manuels, donc il faut y aller. C'est des métiers, donc par exemple nous on forme à l'installation de pompe à chaleur et à l'installation de chaudière gaz. Aujourd'hui typiquement une pompe à chaleur c'est un appareil qui est plus complexe que le système de chauffage qu'on avait avant, qui est évidemment plus complexe que de poser un radiateur, même si c'est pas si simple que ça de poser un radiateur droit d'équerre, c'est des vrais savoir-faire manuels et métiers. Mais voilà, là pour le coup il faut vraiment une appétence technique, parce que c'est des métiers, par exemple sur la pompe à chaleur vous avez et de l'électricité et de la plomberie et du froid, parce que vous manipulez des liquides frigorigènes qui sont dans la pompe à chaleur, qui donnent son efficacité, mais c'est des manipulations particulières.
Sur l'installation, c'est du travail d'équipe, c'est des choses qui sont en équipe de 3 ou plus sur des gros chantiers, donc il faut quand même savoir se coordonner là-dessus. Et il faut être hyper organisé parce que, évidemment, vous devez avoir de l'efficacité derrière et on ne peut pas passer 3 semaines pour installer un équipement, mais d'être bien organisé sur son chantier pour savoir où passer. Et ça demande aussi de la minutie, notamment sur des travaux de rénovation. Par exemple, installer une pompe à chaleur sur un immeuble neuf, le peintre va passer derrière et va tout rattraper nickel. En rénovation, il ne faut pas se planter à percer un truc n'importe où parce que vous êtes chez les gens. Et donc forcément, il faut de la minutie là-dedans. C'est des métiers qui sont vraiment hyper stimulants pour les mains et pour la tête. Et je finis par la maintenance, une fois qu'on a installé ces belles nouvelles machines de chaudière bois, pompe à chaleur, autre chose qui change des systèmes fuel ou gaz par exemple, et ben, il faut les entretenir. Et ça fait vraiment la différence d'avoir un système qui est bien installé versus un système qui est mal installé. Et après, il faut l'entretenir tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça, c'est des métiers plutôt de personnes qui sont assez autonomes parce que souvent elles vont aller toutes seules visiter un immeuble ou des logements. Il faut une grande rigueur pour connaître quelle est sa limite de prestation, comment on se sert la machine, comment on fait ça dans un temps dédié. Appétence artistique pour la résolution de problèmes, parce qu'à chaque fois c'est un nouveau mystère, donc qu'est-ce qui s'est passé, comment je retrace ça, comment je mène mon enquête, et de relations clients, parce que pour le coup, vous allez chez des gens qui vont avoir un avis sur la question, qu'il va falloir bien briefer sur le peu de temps que vous avez avec eux pour voir comment ils utilisent leur machine. Et j'ai fini là. Petite phrase, lancez-vous le BTP de temps et on vous accompagne. Évidemment, nous aussi, on a un stand pour venir vous parler. Mon plus grand conseil, si le secteur vous intéresse, c'est d'aller échanger avec des entreprises du secteur, avec des personnes qui travaillent dedans, de faire des enquêtes métiers, leur dire est-ce qu'on peut prendre 15 minutes, vous me racontez ce que vous faisiez pour savoir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous avez un besoin de formation, évidemment, on peut s'en parler. Merci beaucoup. Merci. Et si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant aussi. J'ai parfaitement tenu mon time. Il y a 7 minutes de questions, donc vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai été très claire aussi. Et pour vous redire sur nos formations, chef de projet, conducteur de travaux, c'est des formations qu'on peut faire en 3 mois et demi de formation, avec un stage au milieu, donc qui sont assez intenses. On fait une sélection à l'entrée pour être sûr que vous avez un projet professionnel qui est cohérent et que vous allez pouvoir tenir la cadence de la formation. Conducteur de travaux, elle peut aussi se faire en alternance, donc là sur une période plus longue, 8 mois ou 10 mois. Et nos formations par contre d'installateurs, elles se font en alternance. C'est 2 mois temps plein avec nous et après 6 mois sur le terrain en entreprise avec des retours d'alternance. Et là, il faut forcément de la pratique pour partir. Ouais. J'ai juste une petite question, c'est des emplois qu'on peut trouver ensuite dans la région nantaise ou... Ouais, complètement. Pour le coup, donc c'est des emplois où il y a des besoins partout, donc il n'y a pas des bassins géographiques qui sont plus porteurs que d'autres. Et en effet, en gros, les spécificités de la région nantaise, c'est en effet, on a un taux de chômage qui est très bas. Mais en fait, sur ces métiers-là, de la coordination de travaux, de la prescription, c'est des métiers qui sont super en tension. Et du coup, je le vois avec les 200 élèves qui sont passés par chez nous aujourd'hui, il y en a 80% qui, à 6 mois sans formation, ont des jobs dans le secteur. Et donc, ils sont plutôt ouverts à des profils en reconversion parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens issus du cru, entre guillemets. Et en plus, particularité de la région, c'est qu'il y a beaucoup de maisons individuelles. Et donc, ça multiplie les chantiers à faire. Donc, il y a pas mal d'opportunités sur le sujet là-dessus. Et en Vendée, il y a des grandes coopératives, les chauffagistes aussi, qui drivent beaucoup le marché. Donc, il y a pas mal d'opportunités sur ça. Et sur des postes de chef de projet, du coup, c'est la même chose, potentiellement Ouais, bureau d'études. Donc, aujourd'hui, jour J, avec c'est le secteur de la maison individuelle qui est plus compliqué, où les acteurs manquent de visibilité parce que MaPrimeRénov' n'est plus vraiment là pour le moment en stand-by et qu'on va attendre de voir comment l'État relance sa politique publique sur la rénovation énergétique. Ça touche surtout donc, le secteur de la maison individuelle.
aujourd'hui sur les copropriétés et sur le tertiaire. Le tertiaire est drivé parce qu'il y a ce qu'on appelle le décret tertiaire qui les oblige à baisser leur consommation. Donc de fait, ils doivent faire des audits et ils doivent faire des travaux. Voilà. Et les copropriétés, il y a pas mal de solutions de financement partagées qui se sont montées, donc qui permettent la réalisation de ces projets. Il y a des aides qui tournent encore, donc Métropole participe beaucoup sur les copropriétés, par exemple à Nantes. Mais voilà, et ça, c'est des choses qui vont continuer et qui vont au final vivre sans les aides aussi pour les particuliers. C'est plus compliqué. À l'instant T, et on verra dans 6 mois, ça peut changer, j'espère, dans le bon sens. Mais voilà. Mais donc, en effet, c'est des bureaux d'études qui vont conseiller des entreprises sur leurs bureaux ou conseiller des collectivités sur leurs bâtiments publics. Les collectivités, elles doivent aussi recruter du monde sachant sur ces sujets-là. Ou ceux qui accompagnent des copros, assez importants. Et puis, il y a pas mal de structures après associatives qui font de la sensibilisation ou des choses comme ça et qui, pareil, s'attaquent à des copros, à des particuliers qui vont quand même s'y intéresser, même s'il n'y a pas d'aide, quand même, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse parce que là, la facture énergétique, ça devient trop compliqué ou l'été, je crève de chaud, ça devient impossible. Et donc, de fait, les gens passent à l'action s'ils le peuvent sans les aides potentiellement. Et donc, pour le moment, porteur, copropriété tertiaire et la maison individuelle, qui est le gros du morceau, va revenir en force. On ira plus tard. Et moi, je ne serais pas forcément dans le manuel, mais plutôt dans les prescripteurs, analystes de première demande. Ouais. Vous formez les personnes justement à détecter, à accompagner ouais, complètement. La mise en avant, la réception des projets, des demandes, des questions. Ouais. On a pas mal d'élèves qui passent par chez nous qui vont tout simplement travailler à France Rénov, qui est le service public de la rénovation énergétique, donc qui est le numéro que vous pouvez appeler gratuitement pour dire je crois qu'il faut que je change ma ventilation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'ils vont vous recevoir, etc. Donc nous, on forme beaucoup, on a pas mal sur notre formation chef de projet, on en a environ 30% qui vont soit espace de conseil France Rénov, soit par exemple dans un réseau d'associations qui s'appelle Solia, qui accompagne des gens en précarité énergétique, qui ont des droits à avoir des audits, etc. Et donc on a beaucoup de gens chez eux, donc pareil, qui vont aiguiller des services de copropriété sur quels aides on a droit, par où il faut commencer. Donc oui, à fond, on a... Vraiment, si je vulgarise, en gros, on a des profils techniques qui vont aller plutôt en bureau d'études et puis des profils plutôt dans l'accompagnement, la pédagogie, qui vont justement faire ce premier et guider derrière sur oui, vous avez besoin d'un bureau d'études ou alors, pour commencer, non, regardez, vous vouliez changer vos fenêtres, attendez, posez-vous parce qu'en fait, je pense que le sujet, il n'est pas là. Donc, c'est chefs de projet qui vraiment s'orientent en fonction de nos attentes. Ouais, exactement. Ouais, pour le coup, c'est assez généraliste comme parcours, donc il y a plusieurs débouchés possibles et on me dit que le temps est fini. Donc merci beaucoup et on a un instant si vous n'êtes pas déjà passé pour continuer à vous voir. Merci. Merci.